lorsque mon père a commencé à être fatigué, j'ai pris le relais et me suis intéressé de plus en plus aux troupeaux avant qu'il ne décède en 2009. Au début, je faisais des allers-retours entre ferme et estive car il fallait faire les foins, le maïs, s'occuper des animaux et du travail de l'exploitation. Je me suis trouvé face à un dilemme, confier mon troupeau à un berger ou m'en occuper moi-même. Cela impliquait une navette incessante et nécessitait beaucoup d'énergie et de carburant. Il y avait une troisième solution, je me suis rendu compte qu'il valait mieux rester là-haut, être présent auprès des brebis. J'ai vite réalisé que le troupeau pouvait donner du lait de manière très intéressante, que mon fromage était plutôt bon et que la saison laitière pouvait durer longtemps. Le pastoralisme est là depuis plusieurs générations. J'ai toujours entendu des histoires de bergers, tant par le frère de ma grand-mère que par le frère de mon grand-père ou par mon père. Les circonstances m'ont amené là, mais ça n'a pas été une contrainte. Chaque fois que l'on monte, c'est une aventure. On ne sait jamais si ce qui nous attend dans ce milieu serait une hostilité ou un bénéfice. C'est un travail qui a ses exigences. On les accepte ou pas. Il vaut tout de même mieux y trouver du plaisir. Ce ne sont pas les conditions de vie qui vont décider quelqu'un à être berger ou pas. Il faut aimer la montagne et les bêtes, accepter les contraintes liées à leurs soins. Elles ont besoin de manger et de boire 2 fois par jour. Le fromage doit être fait tous les jours et parfois 2 fois par jour. La transmission, ça commence déjà par donner l'envie. Je ne sais pas si mon fils en fera son métier, et si ce n'est pas à lui, j'espère transmettre à quelqu'un d'autre. Être berger, c'est plus qu'un simple métier. Anthony a des aptitudes, son rapport aux animaux, ses connaissances, son regard sur le troupeau. Encore faut-il qu'il en ait envie et qu'il accepte les contraintes. Tant que je suis là, je lui montre tous les aspects du métier. Ces instants sont bons à partager. Sous la contrainte, on ne fait rien de bon. Est-ce que moi-même, je me suis senti obligé ? Non, certainement pas. Je ne pense pas qu'il faille programmer quelqu'un à devenir berger. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas le mettre au contact, ne pas lui expliquer les choses, ne pas les lui montrer, ne pas partager ce que l'on vit, ce qu'on ressent. Ce serait un bonheur de le voir reprendre le troupeau. Mais il fera ce qu'il voudra. Le monde paysan se trouve dans une période charnière. L'avenir, dans cette politique-là, on n'a pas besoin de nombreux agriculteurs. Les consommateurs, les électeurs et les élus ont notre destin en main et sont responsables de notre futur. C'est plus qu'une période charnière, nous sommes des Mohicans, mais non pas les derniers. Nous faisons de la résistance. Il y a suffisamment de volonté de notre côté, mais les conditions nous permettront-elles de tenir ? Et aujourd'hui, est-il plus difficile d'être berger ? Auparavant, les bergers subissaient souvent cette condition. Aujourd'hui, c'est un choix de vie. Nous avons une grande richesse en termes de savoir-faire, de territoire, et ces trésors nous permettent de fabriquer des produits d'excellence. Les méthodes traditionnelles et millénaires ont fait leurs preuves. On a tout intérêt à travailler ainsi. Parfois, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Mais bien sûr, on doit continuer et rester positif. Nos clients, les gens intéressés par nos produits, sont de plus en plus nombreux. Des jeunes. Le jour où il n'y aura plus de bergers dans les montagnes, la broussaille sera partout. Ce sera une situation difficile à contrôler du point de vue des incendies. Grégoire répond à propos du métier, est-ce un métier de liberté ? Le pastoralisme, métier de liberté. C'est un cliché,
Même auparavant, le berger n'avait pas la vie facile. Il fallait qu'il monte à pied durant 6 ou 7 heures. Il y avait aussi la corvée de l'eau à aller chercher. Lorsqu'il fait beau, c'est assez tranquille, mais lorsque le temps est mauvais, c'est moins agréable. De nos jours, le travail est devenu plus facile, mais nous travaillons plus car nous devons faire tourner l'exploitation en bas et également nous occuper du troupeau en montagne. Avant, il y avait toujours un célibataire de la famille qui montait en estive. Tandis que nous, on a la tête à la montagne quand on est en bas, et lorsqu'on est en haut, la tête à la maison. L'estive est-elle une période heureuse? Grégoire répond, c'est le meilleur moment de l'année. À peine je suis redescendu en plaine que j'ai déjà l'envie de remonter. C'est une période bénie. Avant, tous les anciens pratiquaient la transhumance. Ils prenaient le temps. Lorsqu'on passait à pied devant une ferme, on ralentissait le pas, on s'arrêtait pour parler un peu, manger du breuil. C'était de toutes petites choses simples qui donnaient beaucoup de charme à la vie de berger. Maintenant, on voit à peine son voisin. La vie d'autrefois était bien plus dure par certains aspects. Ce métier, je l'adore et n'en changerai pour rien au monde. Surtout quand au mois de mai, je me retrouve à faire les foins et à devoir également gérer les bêtes en montagne. En ce moment, nous coupons les fougères pour la litière des brebis. Une question sur l'évolution du pastoralisme a-t-elle été positive? Les chemins, répond Félix, d'accès et les routes nous ont beaucoup facilité la vie. J'ai connu ce caillolard alors qu'il n'y avait aucun accès. Nous montions tout le matériel à dos d'âne et de la même manière, nous redescendions les fromages. J'avais 20 ans quand on a eu la route ici. Nous commencions à peu près notre métier de berger vers l'âge de 12 ans. Tout d'abord, c'était avec mon frère, puis dès l'âge de 16 ans, j'avais toute la responsabilité d'un vrai berger. Je passais mes étés à la montagne. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. J'étais toujours pressé de monter en montagne. Nous attendions avec impatience la date du 10 mai. Une autre date était importante, celle du 22 juillet, date de la Sainte-Madeleine et de la tonte des brebis. Nous les redescendions pour les tondre à la ferme. Cela nous évitait d'avoir à transporter la laine. À cette époque, elle était valorisée et constituait un apport certain d'argent. Nous la revendions à un marchand. La laine noire valait un peu moins cher que la blanche, mais nous trouvions toujours à la vendre. Je me rappelle même avoir vendu la laine 6 francs le kilo. C'était bien payé. Mes bêtes ne pâturent pas toujours dans les mêmes endroits. Celles qui demeurent toute l'année sur les mêmes terres sont plus fragiles et doivent être traitées plus souvent. Je traite seulement 2 fois par an, avant de monter en estive et à la descente. C'est un avantage de changer de pacage et de faire pâturer un même terrain par d'autres animaux. C'est un système très ancien. Je pourrais mettre mes brebis n'importe où, mais il y a une charte morale. Chaque etchola a un pouvoir défini. Ce sont des accords à l'amiable contre lesquels personne n'oserait aller. Le parcours est immense. Il faudrait avoir 200 à 250 brebis allaitantes pour que cela soit possible, car le prix que l'on nous propose est si peu rentable que ça n'en vaut pas la peine. Les laiteries achètent le litre de lait entre 1 € et 1,20 €, tout au plus alors que je valorise mon litre de lait à 2 € en fabriquant mon fromage. Aussi, je trouverais dommage que mon lait de très bonne qualité soit mélangé avec du lait de piètre qualité. C'est une question d'éthique. Quand je rentre dans ma bergerie, à 4 heures du matin, je tiens à être heureux d'aller au boulot. Les anciens disent qu'il faut de toutes les mâchoires dans la montagne, des vaches, des juments, des brebis, car toutes ne mangent pas la même herbe. Le plus important dans notre métier,
est de faire vivre la montagne. Pour moi, Paris reste la plus belle ville du monde. J'avais envie de me couper de certaines contraintes de la société. Je souhaitais être plus autonome, autarcique. Le moyen, c'était de rejoindre le monde paysan. Saint-en-Grâce, j'ai rencontré un vieux monsieur, Didier Constant. Il avait des brebis dans un très bel endroit à la montagne où j'ai commencé à travailler. Étant âgé, ma présence le soulageait, il m'a accueilli et a vraiment été très très gentil. Il m'a confié son troupeau. Tout est allé très vite. En mars 2009, j'ai cessé mes activités sur Paris, j'y suis resté encore quelques mois. Puis fin 2010, je suis arrivé dans le sud-ouest et en 2012, j'étais berger. Vivre en estive, cela implique de s'occuper du troupeau, mais aussi de la montagne, la faire évoluer et s'isoler. Le pastoralisme est nécessaire dans l'entretien et la vie de la montagne. Cela évite que la montagne ne s'encombre d'une végétation très envahissante. La nature prendrait vite le dessus à l'avantage d'autres plantes, comme les thuyas, rendant la montagne impropre au pâturage des brebis. Avant que je ne vienne, il y a 3 ans, cette montagne n'avait pas été pâturée depuis 1998. 14 années sans berger et sans troupeau. Les thuyas avaient envahi tous les flancs de la montagne. Tout était jaune. Quand je suis arrivé avec mon troupeau, les brebis qui disposaient de peu à manger avaient beaucoup maigri et souffraient de croûtes sur le museau à force de se frotter assez piquant. Il a fallu nettoyer par écobuage et gérer le temps de pâture. Sur le domaine qui m'incombe, j'ai déterminé 5 parcours sur lesquels je fais des rotations pour que l'ensemble de la zone soit pâturé. Ces gestes ancestraux, comme le simple fait de faire du fromage, se perdent. Il y a de moins en moins d'éleveurs ou de bergers qui traient en montagne et font du fromage. En bas, nombreux sont ceux qui vendent le lait aux laiteries, tarissent les brebis, puis montent le troupeau en montagne. La perte se fait au niveau des gestes, du matériel, des traditions, au niveau de la connaissance du lieu, du procédé pour élaborer du fromage en montagne, sans machine, de l'adaptation au climat, à l'altitude. Quelques résistants perpétuent les gestes de la manière la plus traditionnelle avec des moules en bois, gachtanachala, installés sur un plateau de bois, zortsia, et percent le fromage avec des aiguilles, zistisia. Quelques familles conservent encore ce savoir-faire. Félix Bassadet fait encore chauffer son lait au feu de bois, ce qui en France est aujourd'hui exceptionnel. On note une différence de goût lorsqu'un fromage est fait en montagne ou à la ferme, lorsqu'il est fait avec les méthodes les plus anciennes. « 10 000 exploitations agricoles ferment chaque année en France. Ici, le droit d'aînesse est toujours très fort. Souvent, la ferme reste dans la famille, même si elle est conservée en simple habitation. Les 2 ou 3 hectares que constituent habituellement les terres partent pour le voisinage et demeurent en surface agricole, bien que pas toujours entretenues. Il y a de moins en moins de fermes. Je comprends que cette volonté de garder la ferme familiale dans laquelle on est né, où on a fait toute sa vie, sa carrière, où ses parents, ses grands-parents ont vécu, où les enfants sont nés et ont grandi. L'attachement du Basque à sa maison, dont il prend le nom, est un lien extrêmement puissant. Je ressens beaucoup moins d'ultimatum, des 40 ans, aujourd'hui dépassés. En s'installant avant 40 ans, on peut bénéficier d'une prime d'installation, DGA, qui est assez conséquente. Le droit d'aînesse qui induit l'égalité des sexes dans la transmission, le nomadisme généré par le statut de berger sans terre, pourtant restreint au Pays basque, la transhumance, le pastoralisme, l'ensemble de ces traces conservées montrent que cela vient de très loin et résiste. En dehors du monde paysan qui préserve ce patrimoine, cela a disparu. En général, l'agriculture au Pays basque est très raisonnée. La façon dont les paysans basques travaillent est proche du cahier des charges de l'agriculture biologique.
Ils perpétuent simplement les gestes et les traditions de leurs aînés, et cela se fait d'une manière très naturelle. Ils n'en ont pas forcément conscience, mais pour eux, c'est tout simplement ainsi que l'on fait. C'est magnifique. Je ne peux discuter qu'avec mes brebis ou avoir des conversations philosophiques avec Nietzsche, mon chien. Alors je lis, j'écris et je dessine. Et le parcours, dans tout ça, je sais aussi que si je devais à nouveau changer de vie, je le ferais avec moins de scrupules et de souffrances. La vie est courte et il y a tellement de choses à faire, à explorer. Quand on n'a pas vécu ce changement radical de vie, on peut avoir peur. Repartir à zéro, reprendre des études, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, un nouveau voyage serait tout à fait envisageable. Lorsqu'on part en voyage, on est en terrain vierge. Ce que je vis est très fort. Je le vis avec plus de sensibilité que si j'étais installé dans une routine. Il y a plus d'émotions. C'est une expérience très riche. Un voyage où je m'isole pour faire le tour de moi-même. Ce sont de longs moments de solitude. On apprend à se connaître. On a un rapport différent avec le temps et l'espace. C'est très enrichissant. J'ai toujours aimé les voyages et me perdre dans les déserts. J'aime cette tranquillité, cette sérénité. Il y a une liberté dans le temps qui est extraordinaire. Quant à des messages à faire passer, si les gens ne sont pas bien dans leur vie, il faut qu'ils sachent qu'en changer est possible. On appréhende cela, ça paraît immense, insurmontable, mais il faut franchir le pas. Il ne faut pas se mettre trop de contraintes. Il faut vivre et être heureux. La vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop courte.